Mardi 11 janvier, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Sport, football, match nul entre l'Algérie et la Sierra Leone. La sélection algérienne qui a entamé la CAN aujourd'hui. On revient sur cette première rencontre dans ce journal. Santé, 50% des Européens pourraient être touchés par le variant Omicron d'ici 2 mois. Pfizer annonce que son vaccin adapté à ce nouveau variant sera prêt en mars. Au lendemain des sanctions contre le Mali, l'Algérie a plaidé pour un dialogue serein et réaliste avec la CEDEAO afin d'aboutir à un plan de sortie de crise. Première mondiale, aux États-Unis, des chirurgiens ont réussi à greffer un cœur issu d'un porc génétiquement modifié. Les détails dans un instant. Du sport pour ouvrir ce journal et la sélection algérienne de football qui a donc entamé la compétition continentale aujourd'hui à Douala au Cameroun avec un match nul contre la Sierra Leone, 0 partout. Les poulains de Djamel Belmadi étaient pourtant partis favoris pour cette rencontre. Les détails avec Amine Touta. Un seul point et pas de victoire. Pour le rentrer en lice dans la compétition africaine cet après-midi au stade Douala, les coéquipiers du portier Raïs Mboulhi ont été tenus en échec par la Sierra Leone. À l'image de la première mi-temps où les Verts ont trouvé des difficultés à prendre le dessus. Pas trop dominants, les champions de la dernière édition n'ont pas pu créer la différence attendue. Pour le deuxième acte de la rencontre, la sélection algérienne était plus entreprenante que la première mi-temps, mais sans être efficace. Le sélectionneur Djamel Belmadi a procédé aux 5 changements afin de dénouer la partie. Mais en face, il y avait une équipe adverse regroupée en défense, malgré les occasions précieuses des Verts, à l'instar de Bendebka, qui était très proche de marquer sans une intervention d'un défenseur adverse. Et le coup de tête de Bardad Bounjah en fin de rencontre. Bon, le match, comme j'avais dit, il était très compliqué, c'était très dur. C'est trop chaud, le terrain n'était pas. Mais comme j'avais dit encore, on ne va pas chercher d'excuses. Si on n'a pas marqué, c'est de notre faute, c'est qu'on n'a pas été tueur devant les buts. Après voilà, le match il est fini, c'est du passé. On va essayer de revoir avec le coach ce qui allait, ce qui n'allait pas et bien se reposer, bien se concentrer pour les prochains matchs. Bien sûr, l'objectif il est clair. On est champion au titre, donc on doit tous faire plus pour aller chercher des victoires pour se qualifier et après aller chercher cette Coupe d'Afrique, c'est l'objectif en tout cas. Sur le score de 0 partout et 1 point pour chacun que les deux sélections se sont séparées. Les poulains de Djamel Belmadi auront l'occasion de se racheter dimanche prochain contre la Guinée équatoriale pour le compte de la deuxième journée. Et pour en parler, on rejoint notre envoyé spécial Faisal Saleh qui est en direct à Douala au Cameroun. Bonsoir Faisal, un score inattendu pour ce premier match. Un score inattendu, bonsoir Fatma. Un match très difficile pour les poulains. Les poulains de Djamel Belmadi, le 11 national, n'a pas su comment percuter la défense adverse, la défense de la Sierra Leone. Le but manqué pour l'équipe algérienne, mais pas juste ça. Le milieu de terrain de l'équipe nationale algérienne manquait de Ismaël Ben Nasser à cette rencontre et aussi le grand Ramiz Zarrouki. Aujourd'hui, Djamel Belmadi a joué avec Haris Belkebla qui a donné une belle prestation à Haris. Il faut le savoir que Haris Belkebla, c'est sa première Coupe d'Afrique des Nations, c'est son premier match de Coupe d'Afrique. Oui. Et il était responsable du milieu de terrain. C'est une grande responsabilité, surtout qu'il manquait les cadres du milieu de terrain. L'Algérie a failli marqué à plusieurs reprises. Yassine Brahimi s'est trouvé face à face au gardien de la Sierra Leone, sauf que le gardien Mohamed Camara a sauvé la Sierra Leone et aussi il a été, grâce à son sauvetage, double sauvetage on va dire, il a été élu l'homme de la rencontre. Donc Sierra Leone et l'Algérie se sont neutralisés, 0 partout, 1 point pour les deux équipes et la course pour la qualification est toujours pour les deux équipes. On attend le match entre la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Un match qui va, on va dire, nous donner plus de détails sur le groupe E où
l'Algérie évolue. Et justement, concernant la prochaine confrontation, vous venez de le dire, qui aura lieu ce dimanche, quels seraient les choix de Djamel Belmadi pour s'imposer face à la Guinée équatoriale ? Djamel Belmadi, il a dit clairement à la conférence de presse, on n'a pas beaucoup le choix, il va essayer de gagner. Même ce match, il a dit on pouvait le plier 3-0, même c'était un score. Il a dit qu'il fallait juste marquer le premier but et débloquer la situation. Le match suivant face à la Guinée équatoriale, on n'a pas beaucoup le choix parce que le troisième match c'est face à la Côte d'Ivoire. Donc Djamel Belmadi va essayer de jouer l'attaque et aussi de marquer beaucoup plus. Il faut savoir qu'on n'a pas perdu aujourd'hui, donc on a un point. Et le match face à la Guinée, je crois que c'est un bon point qu'on a gagné. C'est un match d'ouverture pour l'équipe nationale algérienne. Elle vient à Douala, elle est à Douala, l'équipe nationale, ça fait 3 jours. Donc il y avait le climat qui n'était pas favorisant pour cette équipe de Djamel Belmadi. Il faisait très chaud. En fait, c'est la 3e journée la plus dure des 3 jours que l'équipe nationale est à Douala. Donc un climat très très difficile pour les coéquipiers de Riyad Mahrez. Donc pour moi et pour tous les Algériens, on va dire que l'Algérie reste invincible et ce qui est important, que l'Algérie est en course. Avec moi, c'est Abdelrahmanou pour me parler, journaliste camerounais, pour me parler de ce match. L'Algérie aujourd'hui, c'est notre Algérie face à la Sierra Leone, 0-0. Comment vous avez vécu le match ? Alors, il faut également dire que l'Algérie est entrée en plein fouet dans le match, a appuyé sur l'accélérateur en jouant de côté. Mais ce qui fait que le climat n'a pas été favorable pour cette équipe algérienne, vu qu'à un moment donné, on a aperçu des signes de faiblesse et des signes de fatigue. Les signes de fatigue ces signes qui ont donc remis l'équipe adverse en confiance et qui a donc développé son propre jeu, a mis l'équipe algérienne en difficulté lors de la deuxième période. On a vu que le coach algérien étant expérimenté a effectué quelques remplacements, mais ces remplacements étaient juste pour renforcer et maintenir et jouer. Mais il faut en grosso modo dire que l'équipe algérienne champion en titre n'a pas perdu cet après-midi, mais va tout de même corriger puisque vous aviez parlé tout à l'heure du facteur de climat et ce facteur vraiment a beaucoup joué. La prochaine rencontre pourra donc définir justement le vrai réel potentiel de cette formation des Fennecs d'Algérie. Messieurs, merci Faisal Saleh. On reviendra vers vous dans nos prochaines éditions justement pour discuter des prochains matchs de cette CAN. Et une conférence de presse a été tenue juste après ce match dans laquelle Djamel Belmadi nous livre son retour sur cette rencontre face à la Sierra Leone. On écoute. On ne peut pas dire que ce soit la meilleure des rentrées en matière dans ce tournoi-là. On avait à cœur évidemment de bien démarrer, à savoir au moins prendre le maximum de points. Prestation qui nous met en confiance. Sur l'aspect mathématique, on n'a pas atteint l'objectif. Donc un sentiment évidemment de déception, de frustration. Il y a 48 heures de ça, je l'ai dit, on était agréablement surpris, on est arrivé, on s'était entraîné à l'heure du match. Et on a vu des conditions climatiques très favorables, on était vraiment surpris. Hier, il faisait un peu plus chaud, mais toujours acceptable. Aujourd'hui, les joueurs ont puisé dans leurs réserves, très chaud et très humide. Et c'est ça qui fait le plus de mal, c'est l'humidité, je connais bien ça. Et c'est vrai que cet horaire, il est pour moi inhabituel, vraiment pour les joueurs inhabituel, surtout avec cette température. On m'a dit qu'à Yaoundé, il faisait plus frais qu'à Douala, dans une zone où il y a beaucoup d'humidité. Et je vous dis, ça avantage généralement l'équipe qui est en place, qui défend, qui coulisse, l'équipe qui est censée faire du jeu, donc qui est plus dans des courses à haute intensité, rapides, quoi. Et ben ceux-là sont plus pénalisés par les conditions climatiques. Mais bon, je vous dis, ce discours-là, on le connaît, on le sait. Effectivement, on doit faire avec. Aujourd'hui, on a manqué de lucidité, d'instinct de tueur dans cette surface,
parce que c'est un match qui doit finir, on le sait. Si on marque ce premier but, ça peut finir en 2-3-0. Aujourd'hui, l'affaire est réglée. On n'a pas su marquer ce but-là, on a eu des occasions franches. On s'est projeté, on a été dans cette surface de réparation. Autant d'opportunités à ce niveau-là. Normalement, il doit y avoir un résultat derrière ça. Donc c'est ça qui frustre absolument. On va parler tennis à présent. Ce mardi après-midi vers 16h, heure de Melbourne, Novak Djokovic s'est entraîné sur la Rod Laver Arena au cours d'une séance d'entraînement. Au lendemain donc de la réactivation de son visa par un juge fédéral. Le nouveau hic dans cette affaire est que Djokovic tient désormais à la véracité des déclarations du Serbe sur son formulaire d'arrivée en Australie. À la question « Avez-vous voyagé ces 14 derniers jours ?» C'est la case « Non » qui est cochée. Pourtant, Novak Djokovic, au cours de cette période, a quitté Belgrade et rejoint l'Espagne où il s'est entraîné à Marbella. Dans le dossier santé en Algérie, 557 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 387 guérisons et 14 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, et ce, d'après le dernier communiqué du ministère de la Santé. Et l'Italie qui accentue la pression sur les personnes non vaccinées lors d'une conférence de presse hier soir, au moment où le pays a enregistré plus de 100 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Le Premier ministre italien Mario Draghi a déclaré que pour pouvoir fréquenter restaurants, hôtels, salles de sport, ainsi que bus, trains, avions et navires, un pass vaccinal prouvant donc la vaccination ou un récent rétablissement du Covid-19 est nécessaire depuis lundi, et ce jusqu'au 31 mars. Le spectre du voyage à vide plane de nouvelles fois sur les compagnies aériennes avec la poussée du variant Omicron. La question des vols inutiles ressurgit en Europe alors que le nombre de voyageurs baisse sensiblement. Ainsi, le 23 décembre 2021, le PDG du groupe Lufthansa, Carsten Spohr, a averti que sa compagnie allait être obligée de faire voler 18 000 de ses avions à vide pour conserver ses droits de décollage et d'atterrissage en Europe. Et avec la propagation fulgurante du nouveau variant Omicron, la question de l'immunité collective fait de nouveau son apparition, promise depuis le début de la pandémie, mais jamais atteinte. Qu'en sera-t-il cette fois-ci? Élément de réponse avec Neyla Hamouda. L'immunité collective, c'est l'objectif ultime de la stratégie vaccinale dans le monde. La clé de voûte de la gestion de la crise sanitaire. Le retour à la vie normale était conditionné à cette immunité collective, sauf que les variants, notamment le variant Omicron, viennent compliquer les choses, à commencer par la population vaccinée ou guérie. Selon les scientifiques, il faudrait que 90% de plus de 12 ans soient vaccinés ou soient protégés parce qu'ils ont été infectés. Mais même en atteignant ces 90%, il se pourrait que l'immunité collective soit impossible à atteindre. Mais certains immunologues assurent que, contrairement à ce qu'on entend, Omicron ne nous donnera pas l'immunité collective, car ce variant infecte toujours les personnes vaccinées. Une étude publiée récemment semble démontrer que les personnes vaccinées infectées par le virus ont une charge virale similaire aux non-vaccinés. Les vaccinés pourront être des sources de transmission de la maladie, ce qui affaiblit considérablement la stratégie de l'immunité de groupe par la vaccination massive. D'un autre côté, les appels à la prudence et à des analyses complémentaires sont lancés. Une autre étude indique que les personnes vaccinées ont 2 à 3 fois moins de chances d'être testées positives que les autres. Les autorités sanitaires à travers le monde ont pris des mesures drastiques pour atteindre au plus vite l'immunité collective. Des mesures qui restent tout de même contestées à l'image du pass sanitaire, pomme de discorde au sein des différentes populations. Et le géant pharmaceutique Pfizer a assuré hier lundi que son vaccin contre la Covid-19 adapté au variant Omicron sera au besoin prêt en mars. Le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, a de son côté indiqué que son laboratoire travaillait sur une dose de rappel pour cet automne, visant également Omicron qui devrait entrer bientôt en essai clinique. Omicron toujours avec cette annonce de l'Organisation mondiale de la santé. D'après l'OMS, plus de 50% des Européens pourraient être touchés par ce nouveau variant d'ici 2 mois. L'Europe a enregistré plus de 7 millions de nouveaux cas de la Covid-19 au cours de la première semaine de 2022, un nombre qui a doublé en 2 semaines.
Retour en Afrique. Au lendemain des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, la société civile n'a pas tardé à réagir par des appels à manifestation. Ils sont nombreux à affirmer que ces sanctions sont honteuses et appellent l'ensemble des peuples d'Afrique à se solidariser avec le Mali, déjà en proie à l'insécurité et à la présence des forces étrangères, sans oublier la Covid-19. L'indignation est nationale et même africaine. Une question se pose, à qui profiteront donc les sanctions de la CEDEAO? Élément de réponse avec Tinen Makassi. C'est sous couvert de la démocratie limpide et quasi inexistante en Afrique que la CEDEAO a rendu public ses sanctions sans précédent contre le Mali, affirmant, je cite, que seule la transmission des pouvoirs aux civils pourra alléger les sanctions. La CEDEAO est rentrée dans ce jeu institutionnel et elle est au fond conforme avec ses mandats. S'il y a un coup d'État, elle ne peut que dire non, c'est pas normal, il faut qu'on retourne à la vie civile et politique. Et là, les agendas des populations ont été pris en charge par des régimes à caractère militarisé qui ont considéré qu'en Guinée et au Mali, eh bien, sans nécessairement instrumentalisation étrangère, les aspirations populaires devraient avoir préséance sur le dispositif institutionnel et que le calendrier devrait être plus long que ce qu'impose la CEDEAO. Donc, on a effectivement une situation de fait accompli que la CEDEAO ne peut pas accepter, donc elle doit rester sur le principe. Ce n'est un secret pour personne que la transition au Mali est mise à mal. Mais les raisons objectives de ce qui a été qualifié par la presse occidentale d'échec de la transition malienne sont aussi bien réelles, en dépit des tentatives vicieuses de les cacher, en particulier la question sécuritaire et le djihadisme exaspéré par les forces étrangères en présence. Que cette question des forces d'interposition africaines doit exister. Ce n'est pas aux étrangers de régler le problème, c'est aux Africains. Nous avons les capacités d'avoir une force d'interposition pour juguler ce problème. La question reste posée. À qui profitent ces sanctions? Sont-elles dues à la volonté du Mali de préférer des partenaires économiques beaucoup plus sérieux pour elle, notamment la Chine et la Russie, ou encore l'Algérie qui joue un rôle pivot depuis les accords d'Alger, dans le maintien de la paix et la stabilité dans ce pays? Le Mali, au cœur de l'instabilité dans la région du Sahel et dont le peuple est en ligne de mire, se voit encore une fois acculé par cette expédition punitive de la CEDEAO, qui en plus de se positionner en gendarme des intérêts occidentaux dans la région, balaie d'un revers de main toute velléité panafricaine. D'un côté et de l'autre remet en cause sa légitimité, elle qui a toujours su fermer les yeux sur les dérives des chefs d'État mal élus et a eu l'art de rester atone face au mandat anticonstitutionnel des différents régimes relais africains. Et la présidence de la République algérienne a réagi aujourd'hui à la situation au Mali via un communiqué où elle rappelle, je cite, en sa double qualité de chef de file de la médiation internationale et présidente de comité de suivi sur l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus de Paris et à titre également de pays voisins partageant une longue frontière terrestre ainsi qu'une longue histoire de bon voisinage avec le Mali et à travers ses contacts récents avec les autorités maliennes où elle a averti les conséquences politiques, sécuritaires et économiques qui pourraient résulter d'une passation de pouvoir à long terme. L'Algérie a plaidé pour un dialogue serein et réaliste avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin d'aboutir à un plan de sortie de crise. Situation très compliquée donc au Mali après les sanctions infligées par la CEDEAO. Le Sénégal a décidé d'appliquer les sanctions. Une décision pourtant qui ne joue pas en faveur de ce pays qui entretient des relations commerciales très importantes avec le Mali, ce dernier étant son premier client commercial. Face à cette situation, seule solution pour le Mali, la Mauritanie, qui ne fait pas partie de la CEDEAO. Hier, le président mauritanien s'est entretenu au téléphone avec Goodluck Jonathan, ancien président nigérian et médiateur de la CEDEAO pour la crise malienne. Côté guinéen, cette fois, Conakry, dont les autorités de la transition sont elles aussi dans le collimateur de la CEDEAO, maintient ses frontières ouvertes avec ses pays frères conformément à sa volonté panafricaniste. C'est ce qu'a annoncé hier soir le Comité national du Rassemblement pour le développement dans un communiqué officiel de la présidence guinéenne.
Et après avoir riposté aux sanctions de la communauté des États ouest-africains, Assimi Goïta a joué l'apaisement lundi en appelant l'organisation régionale au dialogue et ses compatriotes au calme et à la résilience afin d'apaiser les tensions avec l'organisation régionale. Au Soudan, l'émissaire de l'ONU pour le Soudan a tenté de convaincre lundi lors de sa conférence de presse. Il espère trouver une issue à la crise aiguë que vit le pays depuis des mois. Pour Volker Perthes, il s'agit dans un premier temps de discussions indirectes entre l'ONU et tous les acteurs clés, qu'ils soient militaires, partis politiques ou encore société civile. Une initiative accueillie sans grand enthousiasme à Khartoum. Mohamed Amin Aberkan. Au cours de sa conférence de presse, l'émissaire des Nations Unies pour le Soudan, Volker Perthes, a tenté de convaincre. L'envoyé de l'ONU a affirmé que son organisation ne viendra ni avec un projet, ni un plan, ni une vision pour une solution. Il s'agit de problématiques soudanaises sur lesquelles les Soudanais doivent se mettre d'accord. Le temps est venu de mettre fin à la violence et d'entamer un processus consultatif global pour résoudre la crise. C'est pourquoi nous avons lancé une mission internationale. Nous avons invité les acteurs politiques, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, y compris les partis politiques de la société civile, les groupes de résistance à participer aux consultations initiales. Je peux aussi dire que les militaires ne sont pas opposés à notre initiative et c'est très important. Volker Perthes aurait demandé aux participants de définir les priorités qui devraient être négociées. Une fois qu'un accord émergera sur un certain nombre de questions, ils inviteront les parties à passer à une nouvelle phase qui pourrait être la table ronde proposée précédemment par l'ancien Premier ministre démissionnaire Abdallah Hamdouk. Et direction la Tunisie, suite aux multiples affaires de justice ces derniers jours dans le pays, le président de la République, Kais Saied, a affirmé que ceux qui ont été assignés à résidence sont censés être en prison, faisant état de l'existence de documents qui prouvent leur implication dans de nombreux crimes, notamment la falsification de passeports et l'octroi de documents de voyage à des individus soupçonnés de terrorisme. Je vous propose d'écouter le président tunisien. من الأشخاص وتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية. Des personnes étaient sous surveillance. Elles ont été placées sous résidence surveillée. La logique veut qu'ils soient tous emprisonnés. Mais nous, ce n'est pas de nos prérogatives de les jeter en prison. هناك الوثائق الموجودة لدى الإدارة التونسية. Ces personnes ont été mises sous résidence surveillée car des documents existants en possession des services de sécurité les inculpent tous comme elles sont dans de différents crimes. Elles sont accusées d'avoir délivré des visas pour les individus fichés S. Et direction l'Europe, où le président du Parlement européen, le social-démocrate italien David Sassoli, est mort dans la nuit de lundi à mardi en Italie, à l'âge de 65 ans. C'est ce qu'a fait savoir son porte-parole. David Sassoli est mort donc à 1h15 du matin au centre de référence d'oncologie d'Aviano, où il était hospitalisé en raison d'une complication grave due à un dysfonctionnement du système immunitaire. Il n'est toujours pas candidat au présidentiel. Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi depuis Nice, dans le sud du pays, une nouvelle batterie de mesures visant à lutter contre l'insécurité. Parmi ces mesures, le chef de l'État a évoqué l'accroissement du budget de la sécurité de 15 milliards d'euros sur 5 ans dans le cadre d'un projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres en mars. Et au sujet du conflit russo-ukrainien, même si les avis n'ont pas changé et que chaque parti campe sur ses positions, il semblerait qu'à l'issue des 8 heures de pourparlers entre Sergueï Ryabrov et Wendy Sherman, la situation se soit apaisée. Les deux camps ont eu des propos plus modérés que la veille et optent pour le suivi des négociations. Sohila Kilal.
Des signes d'apaisement sont apparus après 8 heures de négociations entre Wendy Sherman et Sergueï Ryabrov au sujet de la crise ukrainienne. Les deux camps assurent vouloir poursuivre leurs pourparlers en vue d'une désescalade, tout en campant sur leur position et en réitérant leur mise en garde mutuelle. Le côté russe a assuré n'avoir aucune intention d'attaquer l'Ukraine et que les dizaines de milliers de troupes déployées aux frontières étaient une réaction à la présence occidentale dans la région. Nous avons expliqué aux collègues que nous n'avons pas de plan, pas l'intention d'attaquer entre guillemets l'Ukraine. Quant à la revendication russe qui concerne l'arrêt de tout élargissement de l'OTAN et la réduction de la présence militaire occidentale dans la région, Sergueï Ryabrov s'est montré plutôt optimiste. Nous avons l'impression que la partie américaine a pris les propositions russes très au sérieux après les avoir analysées en profondeur. De notre côté, nous avons présenté en détail aux Américains la logique et le contenu de nos propositions en expliquant pourquoi il était absolument impératif d'obtenir les garanties de la non-expansion de l'OTAN. De son côté, Wendy Sherman a expliqué que la partie américaine avait présenté des idées à partir desquelles les deux pays pourraient prendre des mesures réciproques susceptibles d'améliorer la situation sécuritaire, tout en invitant Moscou à engager une désescalade en renvoyant dans leurs casernes les soldats amassés à la frontière ces dernières semaines. Et au Kazakhstan, le président Kassym-Jomart Tokayev a désigné un nouveau Premier ministre à la tête du gouvernement. Une nouvelle nomination qui survient après une semaine de violences et de manifestations durant lesquelles plus de 8000 personnes ont été arrêtées. Les précisions avec Amine Touta. Des manifestations dans les rues au changement dans la hiérarchie du pouvoir. Les événements au Kazakhstan ont eu leur impact sur la scène politique du pays. Le président kazakh a nommé un nouveau Premier ministre. Âgé de 49 ans, Alikan Smailov avait occupé le poste de vice-premier ministre du précédent gouvernement. Une désignation approuvée à l'unanimité par la Chambre basse du Parlement. Le nouveau chef de gouvernement a assuré lors de sa première allocution que son objectif serait d'assurer la stabilité économique du pays et faire baisser l'inflation. Un changement institutionnel qui survient après une semaine d'émeutes et de violences et dont plus de 8000 personnes ont été arrêtées. Le pays voisin, la Russie, avait décidé d'envoyer des troupes de maintien de la paix dans le cadre du traité OTSC. Le président kazakh a déclaré que la mission militaire dirigée par Moscou était terminée et que le contingent quitterait le pays dans les prochains 10 jours. Depuis 2 jours, le calme semble rétabli avec un retour progressif à la normale et un rétablissement du réseau Internet qui a connu des coupures durant les protestations. Et la situation des réfugiés en Europe qui refait surface en ce début d'année, notamment suite à la reprise de la présidence de l'Union par la France. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'adresse à Paris via une série de recommandations, l'incitant fortement à engager une réforme de l'asile. Khaireddine Batache. À peine quelques jours après avoir pris la présidence tournante de l'Union européenne, Paris fait face à son premier test. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés demande à la France d'engager des négociations pour une réforme durable de l'asile sur la base du pacte migratoire présenté par Bruxelles. Le HCR a en effet publié une série de recommandations à l'intention de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et à la République tchèque qui prendra le relais en juillet. La réforme de l'asile et des migrations engagée par la Commission européenne en septembre 2020 bute face aux divisions affichées par les 27 pays membres de l'Union. Le HCR invite Bruxelles à renforcer la solidarité mondiale et à accentuer leur soutien aux pays en développement où vivent 90% des réfugiés. Selon l'instance onusienne, la France et la République tchèque doivent s'orienter vers des procédures d'asile équitables et rapides afin de déterminer dans les meilleurs délais qui a besoin d'une protection internationale et qui n'en a pas, dans le respect des garanties juridiques. Peu importe la hauteur des barrières, les personnes désespérées chercheront toujours les moyens de se mettre en sécurité. Gérer les frontières, partager les responsabilités et respecter les droits humains ne sont pas incompatibles. Le HCR soutient que de nombreux incidents de renvoi violents aux frontières de l'Union européenne se sont poursuivis en 2021, ce alors que de nombreux pays de l'Union restent attachés aux droits européens et internationaux relatifs aux droits de l'homme et à la protection des réfugiés.
Selon le rapport du European Asylum Support Office sur la situation en matière d'asile dans l'Union européenne, le pacte sur la migration et l'asile propose une nouvelle approche de la gestion de la migration grâce à des procédures améliorées, plus rapides et plus effectives, et en trouvant un équilibre entre un partage équitable des responsabilités et de la solidarité. Scandale au Danemark. Le chef du renseignement militaire danois est emprisonné depuis 1 mois pour des fuites de documents confidentiels. C'est ce qu'ont révélé hier des médias locaux à l'issue d'une audience au tribunal de Copenhague. Lars Finsen, qui est à la tête du renseignement militaire danois depuis 2015, mais en congé depuis 2020, avait été arrêté début décembre. Il a plaidé non coupable, selon le quotidien de référence Politiken présent à l'audience. Autre scandale, cette fois-ci en Suède. À peine arrivée au pouvoir, la chef du gouvernement, Magdalena Andersson, est mise en cause pour avoir confié le nettoyage de son domicile privé à une société qui employait une immigrée sans papier. C'est le tabloïd Expressen qui a révélé qu'une femme originaire du Nicaragua en situation irrégulière avait été arrêtée le 21 décembre 2021 au domicile de Andersson dans la banlieue de Nacka où elle était venue faire le ménage. 2 parents de victimes du Boeing ukrainien abattu à Téhéran portent plainte. Cette plainte émane de Mohsen Assaïdlari et son épouse. Mohsen Assaïdlari, qui est directeur général des affaires internationales auprès du ministère de la Santé au moment de ce drame. Le couple a perdu un fils et une fille de 23 et 21 ans. La plainte visait le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Shamkhani, le chef des gardiens de la Révolution, Hossein Salami, et le chef de la branche aérospatiale des gardiens de la Révolution, Amir Ali Haïtzader. Et aux États-Unis, le maire de New York, Eric Adams, a annoncé un bilan provisoire revu à la baisse. 17 personnes tuées, dont 8 enfants, après l'incendie accidentel et spectaculaire qui a eu lieu dimanche dans un immeuble du quartier populaire du Bronx à New York. De retour sur place hier, le nouvel édile de la mégapole a indiqué que 9 adultes et 8 enfants avaient perdu la vie en raison d'un feu et de fumées extrêmes épaisses provoquées par un incident avec un chauffage d'appoint dans un appartement duplex. La Corée du Nord qui a lancé un missile balistique présumé vers la mer, c'est ce qu'a annoncé l'armée sud-coréenne aujourd'hui, moins d'une semaine après que Pyongyang ait assuré avoir testé un missile hypersonique. Le projectile a été tiré en direction de la mer située à l'est de la péninsule coréenne, peu après 7 heures du matin. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a confirmé qu'un objet qui pourrait être un missile balistique a été lancé par la Corée du Nord. Et les Nations Unies qui ont demandé un montant record de 5 milliards de dollars pour financer l'aide à l'Afghanistan cette année et assurer un avenir à un pays menacé par une catastrophe humanitaire. C'est seulement une solution d'urgence, mais le fait est que sans ce plan d'aide, il n'y aurait pas d'avenir pour l'Afghanistan. C'est ce qu'a asséné Martin Griffiths, le sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires, au cours d'un point de presse à Genève. Retour au pays pour parler économie. Clôture aujourd'hui du salon des échanges d'investissements et commerciaux algéro-turcs qui s'est déroulé au centre des conventions d'Oran. Un événement censé rapprocher les opérateurs économiques et les entreprises des 2 pays sur la base de la volonté affichée dernièrement par Alger et Ankara de donner un sérieux coup d'accélérateur au niveau de la coopération économique. C'est un sujet signé Kheredim Batash. Le partenariat économique entre l'Algérie et la Turquie mis à l'honneur cette fois-ci à partir d'Oran, via le salon d'échanges d'investissements et commerciaux algéro-turcs. Un événement B2B qui a réuni une 50aine d'opérateurs économiques et de sociétés originaires des 2 pays pour parler affaires et plus si affinité. L'Algérie est un point focal. Donc les échanges commerciaux grandissants entre l'Algérie et la Turquie nous oblige à être présents. Nous avons commencé par être présents sur Alger, puis Oran, puis Bjaya, puis Skikda, puis Annaba, et on voit que le marché est demandeur. Les échanges commerciaux grandissent, donc notre présence se renforce.
Plusieurs secteurs historiques de la coopération économique entre Alger et Ankara, à l'image du textile, de l'industrie ou encore des services, ont été représentés à travers cette manifestation économique, qui se veut une preuve de plus du sérieux de la démarche des deux pays quant à la promotion des échanges commerciaux, mais également des investissements et des exportations. Il y a beaucoup d'opportunités. Actuellement, Arcas voudrait bien se diversifier dans plusieurs secteurs ici en Algérie. Actuellement, on est actif dans le secteur maritime, mais avec l'aide, on va dire, de l'État, on en a parlé à maintes reprises avec les autorités concernées pour diversifier les services et aller sur d'autres secteurs d'activité qui peuvent intéresser et l'Algérie et la Turquie. Le salon vise avant tout à créer de nouvelles brèches sur le marché local, au moment où l'Algérie mise sur la baisse des importations, notamment dans certains secteurs que le partenariat algéro-turc est à même d'en assurer le développement en terre algérienne. Pour l'exportation, comme l'ont suscité et selon les directives Monsieur le Président de la République et les hauts responsables de notre État, donc on s'oriente vers l'Afrique. Donc notre priorité aujourd'hui, c'est de couvrir d'abord le marché algérien et passer à l'exportation en premier lieu pour l'Afrique. Donc nous sommes en plein développement par rapport à cette partie-là. À noter que les deux pays se sont récemment fixé l'objectif de porter les échanges économiques bilatéraux à un niveau équivalent à 5 milliards de dollars dans un avenir proche. Et l'Algérie qui s'apprête à entamer l'exportation du phosphate dès cette année. Selon le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Rab, l'exploitation effective du phosphate dans la région de Tbessa, dans le cadre du projet intégré d'extraction, de transformation et d'exportation du phosphate vers les marchés mondiaux, débutera en 2022. Le ministre a indiqué que le projet était en cours de finalisation, précisant que le dossier final sera prochainement soumis au Conseil des participations de l'État pour approbation et mise en exploitation effective avant la fin de l'année. Et un mot sur les cours du pétrole à présent qui viennent de franchir à nouveau la barre des $83 le baril en ce qui concerne le Brent de la mer du Nord qui, au plus fort de la journée, a gagné près de 3,43%. Le constat est le même pour le West Texas Intermediate qui s'est rapproché quant à lui du plafond des $80 après l'ouverture à New York. Selon les experts, la stabilisation de la situation au Kazakhstan est une augmentation de la production libyenne conforte un baril de pétrole au prix fort sur les marchés mondiaux. On va parler médecine. C'est une première mondiale dans le Maryland, aux États-Unis. Des chirurgiens ont réussi à greffer sur un patient âgé de 57 ans un cœur issu d'un porc génétiquement modifié. Safouane Ben Sabri. Une première mondiale qui pourrait faire date. Aux États-Unis, un patient s'est vu greffer un cœur issu d'un porc génétiquement modifié. David Bennett, 57 ans, est déclaré inéligible à recevoir une greffe humaine, a subi cette opération. Auparavant, l'Agence américaine des médicaments avait donné son feu vert avant l'opération. Bartley Griffith, chirurgien américain à l'origine de l'opération, a déclaré « C'est une avancée chirurgicale majeure qui nous rapproche encore un peu plus d'une solution à la pénurie d'organes. » Le cœur porcin a été conservé dans une machine avant l'opération et l'équipe a aussi utilisé un médicament expérimental, en plus de médicaments anti-rejet habituels, pour inhiber le système immunitaire et empêcher que le corps rejette l'organe. Les xénogreffes d'un animal à un humain pourraient apporter une réponse à la pénurie d'organes. Aux États-Unis seulement, ils sont près de 110 000 Américains à être actuellement sur liste d'attente pour une greffe d'organes et plus de 6 000 personnes qui auraient besoin d'une greffe meurent chaque année dans le pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Amziane Zitouni. Retrouvez Amine Toutah pour votre journal du 13h demain. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al 24 News.